bienvenue sur notre webinaire mensuel qui va traiter du processus de communication, du processus RH au regard des exigences Calliope. Alors, pour commencer, Karim, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bonjour à tous, merci de vous être rendus disponibles sur ce temps de midi qui est toujours un peu compliqué. Concrètement, plus de 25 ans maintenant d'expérience dans le monde de la formation, bon, avec une grosse expérience de formateur, de coordinateur et de responsable d'entités juridique assez importante dans les Bouches-du-Rhône et en région PACA, et auditeur depuis maintenant 5 6 ans et actuellement dirigeant mon cabinet d'audit et de conseil. Et toi, Raphaël? Eh bien, Karim, eh bien moi, 6 années, pareil, d'expérience en tant qu'auditeur auditeur qualité, puis également voilà, auditeur Calliope par moment sur la région parisienne. Certains organismes ont pu m'avoir dans leurs locaux pour leurs audits de renouvellement. Là, on est sur les audits de surveillance, donc parfois à distance. Et également chef de projet qualité à l'ISQ, où on gère notre accréditation COFRAC, hein. On vérifie que les audits se passent bien dans les règles. Et voilà. Et donc, on a également Super, Laure et Louis qui sont sur le chat et qui répondent à vos questions en direct. Le programme parfait. du jour, comme d'habitude, une petite cartographie, le retour sur les questions de l'édition précédente, comme d'habitude. On va aborder le processus de communication, le processus RH et un petit point sur les évolutions réglementaires et législatives qui ont eu lieu récemment. Ça a pas mal bougé, donc on va en parler un petit peu. Karim, je te laisse faire le petit rappel sur la position Oui, de l'ISQ certification sur ces webinaires. toujours le même laïus hein, concernant l'impossibilité pour l'ISQ de faire du conseil juridique, hein, parce que forcément le cadre est très structuré quand on est organisme certificateur. Et c'est aussi, on peut par moment donner des axes de clarification, cependant, tout ce qui est de l'ordre des réponses juridiques attendues, et c'est vrai que nous en avons souvent, on préfère laisser d'autres structures spécialisées répondre à toutes les questions d'ordre juridique, même si nous abordons assez régulièrement hein, ces sujets, mais on ne peut pas faire de conseil. C'est toute la difficulté qu'on peut rencontrer dans ces situations de webinaire. En tout cas, on fera en sorte, si possible, par moment, d'éclairer. Et puis, sachez qu'on répond aux questions lorsqu'on peut, sauf celles qui sont d'ordre juridique, après les audits, après les webinaires. Merci Karim pour la petite précision habituelle. Alors, cette Alors, la cartographie. cartographie, ouais, la cartographie, vous avez l'habitude. Au comptage hier sur la liste de la DGEFP, nous étions à 152 991 NDA actifs, ce qui représente un delta par rapport à l'année dernière à la même époque de plus 13 000 NDA ajoutés sur cette liste. Et au niveau des prestataires certifiés, on est à 46 028 NDA certifiés Calliope. Ça correspondait à un delta de 2553 OF certifiés en plus par rapport à l'année dernière à la même époque. Toujours, ça représente 30% donc, du panel des NDA actifs qui sont certifiés, répartis entre 36 certificateurs toujours et les 8 instances de labellisation qui sont là depuis le début de Calliope. Et puis on a voilà, la répartition des OF certifiés par région, l'Île-de-France, le Rhin, la Corse, les DROM-DOM, où voilà, vous avez le panel des NDA certifiés Calliope sur toute la France. Ce qu'on peut constater là, très clairement, c'est que sur un an, ça s'accélère en termes de nouveaux NDA et puis aussi de certifiés. Donc, on sent effectivement une contraction un peu légale et réglementaire attendue par les pouvoirs publics, on va dire, hein, et, Mhm. et qui vont dans le sens qu'on présente depuis maintenant plus d'un an, où les NDA vont être de plus en plus obligatoires et même très, très, très fortement attendus dans certaines situations de contrôle. Exactement.
Alors, le retour sur l'édition précédente, notre édition de janvier 2026. La première question, Karim, question toute simple. Est-ce que l'audit de surveillance peut être réalisé en présentiel? Oui, alors on a été surpris parce que beaucoup d'OF ont fait un retour concernant la possibilité, parce qu'ils ne savaient pas que les audits de surveillance pouvaient se faire en présentiel. Ils peuvent tout à fait se faire en présentiel, à condition bien évidemment que vous en effectuez la demande. Donc c'est possible. Alors bien évidemment, il y aura un impact forcément peut-être plus important puisque ça va mobiliser les déplacements d'un auditeur, mais on peut tout à fait envisager l'audit de surveillance en présentiel. Pas de souci là-dessus. Exactement. Autre question, Karim. Lors d'un audit, mon auditeur m'a demandé un document précis que je n'avais pas présenté. On dit souvent dans les webinaires que Calliope est une certification de processus, donc qu'en est-il vraiment? Alors là effectivement, hein, l'auditeur, il conduit ses interviews, ses investigations avec les questions, et on va y venir puisqu'on est sur une logique de processus. Comment, quoi, qui et quand. Et on en parle souvent dans notre webinaire de l'expression que j'utilise. Vous dites ce que vous faites, vous faites ce que vous dites et vous le démontrez. Euh, Calliope, c'est pas une vérification de documents isolés, hein. C'est la cohérence d'un système organisé et chaque indicateur s'inscrit dans un processus structuré, formalisé et démontrable. La conformité, elle repose plutôt sur la maîtrise du processus et pas sur l'accumulation de preuves. Donc, il se peut que certains auditeurs soient plutôt dans une question fermée, mais la question liée à l'attente documentaire ne peut pas être proposée par l'auditeur. Donc, euh, pas de panique non plus, hein. C'est pas parce qu'un auditeur peut vous demander éventuellement un document, même si dans la pratique, au sein de l'ISQ, ça arrive rarement. Vous pouvez tout à fait expliquer, apporter un autre élément de preuve qui contribuera à la conformité de votre indicateur. Donc, pas de problème. C'est toujours cette logique de comment, quoi, qui et quand, hein. On en parle souvent, Raphaël. Tout à fait, exactement. Et dernière question issue de l'édition précédente. Si mes stagiaires sont recrutés via la plateforme Parcoursup, dois-je considérer que je ne suis pas un responsable de l'analyse du besoin, comme c'est précisé dans le nota bene de l'indicateur 4? Oui, alors on a eu trois fois ces situations des auditeurs qui nous ont fait remonter ça et des prestataires qui posaient la question autour de Parcoursup, hein. Parcoursup, c'est une plateforme dédiée à la collecte d'informations spécifiques, hein, sur les prérequis, sur les diplômes, ainsi de suite, hein. Donc, pour les spécialistes de Parcoursup, ça ne suffit pas et ça ne permet pas de démontrer comment est faite l'analyse, hein, par le bénéficiaire en fonction de la finalité de la prestation. Donc, Parcoursup ne peut pas répondre stricto sensus à l'indicateur 4. On est bien sur l'analyse du besoin du bénéficiaire. Vous n'êtes pas exempté, et c'est ce que font la plupart du temps les écoles et les OF. Post-Parcoursup, ils accueillent les personnes dans le cadre de leur conditions d'admission, leur d'entretien individuel, et c'est à ce moment-là que l'analyse elle se fait. Donc, nous, Parcoursup ne permet pas de répondre uniquement à l'exigence de l'indicateur 4. Soyez prudents sur cette partie-là. Hmm. Très bien, merci Karim pour ces précisions. Alors, Alors, moi, je vais faire les indicateurs, bon, je crois qu'ils n'ont pas trop les changé, hein. indicateurs de l'audit de surveillance. Non, c'est les mêmes depuis la dernière fois, ça n'a pas bougé. Et c'est un peu donc cette slide qui justifie en partie pourquoi on a décidé d'aborder les processus communication et processus RH. Donc le top 5 DNC par indicateur sur les audits de surveillance. Alors bah, l'indicateur 1, la diffusion d'une information accessible, détaillée, vérifiable, où il y a tout le temps une petite absence ponctuelle sur un des éléments est obligatoire. Et donc, ça amène à une non-conformité. Indicateur 30, recueil de l'appréciation des parties prenantes, bien souvent une absence de dispositif de relance ou une des quatre parties prenantes qui n'est pas sollicitée. Le troisième, indicateur 3, on a une absence de diffusion d'informations. Donc là encore, on touche à la communication sur tout ce qui est passerelle, équivalence, suite de parcours et débouchés. Quatrième, l'indicateur 4, il est bien rangé, celui-là pour les CFA, absence de vérification de l'adéquation des missions en entreprise avec le diplôme visé, en amont de la contractualisation.
est-ce que le jeune, l'émission qu'il va faire en entreprise, elle correspond avec le diplôme visé. Cette vérification importante et souvent, ça manque. Et le dernier, le cinquième, indicateur 2, encore une fois, on touche à la communication, diffusion d'indicateurs de performance et d'accomplissement au global. J'ai 60 formations dans mon catalogue, 95% de satisfaction, mais sur quoi? Sur quelle formation? C'est les 60, sur les formations bureautiques, sur les formations longues, si vous avez plusieurs thématiques sur à votre catalogue, c'est important de préciser et d'être avoir cette distinction au niveau de la satisfaction. Très bien. Donc, on est Voilà, et dans la continuité. dans la continuité exactement. Et Petit maintenant, sur rappel, l'audit de renouvellement, un petit rappel exactement. L'audit de renouvellement, planifié 4 mois avant la fin de validité du certificat Calliope, parce qu'on a 3 mois de délai pour répondre à des NC majeurs, et un mois côté organisme certificateur, côté ISQ, pour vérifier la pertinence des actions décidées, des actions mises en place. Petit exemple, fin de validité 31 décembre 2026 du certificat, planification de l'audit de renouvellement le 31 août 2026 au plus tard. Voilà, donc une nécessité de planifier cette audit de renouvellement le plus tôt possible pour avoir voilà, une certaine latitude, une certaine flexibilité sur le choix des dates. on voit déjà, Raphaël, on entend déjà les organismes qui sont en train d'être audités sur la surveillance, de nous regarder de loin en disant, oh non, dans un an, on est reparti. N'oublions pas, c'est bien que tu fasses ce rappel parce qu'effectivement, il y a un potentiel risque, mais à l'époque, il y avait eu les 4 ans qui étaient exceptionnels, hein, Raphaël. Mhm. Souviens-toi, Tout à fait c'était pour le Covid. exceptionnel qu'on ait basculé sur 4 ans par rapport au Covid. Mais le cycle des audits, c'est bien 3 ans. Donc, effectivement, pour ceux qui sont dans la campagne d'audit de surveillance entre 18e, 22e mois, bah oui, l'audit de renouvellement va venir aussi assez rapidement. Donc, tu as raison, Raphaël, parce que c'est quand même, ce rappel est très, très, très important pour votre planification et surtout la préparation de cet audit qui va être finalement dans les quelques mois qui arrivent, hein, pour la Mhm. plupart d'entre vous. C'est ça, Ok. exactement. Voilà, maintenant, on va s'attaquer au processus, donc processus de communication. Et on va commencer par l'utilisation du certificat Calliope. Karim, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce certificat? Eh ben, je peux te dire que on rencontre encore des problématiques dans l'utilisation du certificat. Des problématiques d'absence dans les locaux, des problématiques sur le site internet. Alors, soit c'est l'ancien certificat qui est adossé, et on a la difficulté également de ne pas démontrer qu'on a fourni la copie à toute personne qui peut la demander lorsqu'on fait des formations en extérieur. Donc, on a cette difficulté parce que l'arrêté du 31 mai a été mis à jour sur ce sujet. Alors, je l'ai mis pour resituer, mais on se retrouve encore. Alors, j'ai pas insisté sur aussi le logo, le fond utilisé, ainsi de suite, parce que vous avez reçu de la part de l'ISQ l'usage de la charte graphique. Mais là où on constate le plus de non-conformité, entre guillemets, c'est les locaux et le site Internet. C'est quand même très, très surprenant. Donc, soyez vigilants, hein, de bien Mhm. insérer votre certificat à jour dans vos locaux et sur votre site Internet. Tout à fait, exactement. Le dernier certificat qui SQ vous envoie, c'est celui que vous devez mettre dans vos locaux et sur les sites Internet. Alors, la diffusion de l'information, j'ai envie de dire qui, quoi, quand, comment, toutes ces questions qu'on se Ouais. pose. Alors, au-delà de ce que tu mettais en avant concernant les non-conformités constatées. On a aussi de plus en plus de retours également des auditeurs Calliope, hein, certes, au sein de l'ISQ, et également des retours des contrôles. Et il y a actuellement une vraie orientation très forte sur la publicité et le Mhm. processus de communication. Et effectivement, dans Calliope, hein, dans le guide, on retrouve ces indicateurs où on parle un peu de communication et ou d'information et ou de diffusion. Dans la phase en amont
du début de la formation, c'est l'indicateur 1, 2, 3, et un peu de l'indicateur 9 où on doit informer des conditions et des conditions de déroulement de la prestation et des modalités d'accueil. Pendant la formation, on retrouve cet indicateur 9, mais il y a aussi la spécificité du CFA où on doit informer les apprentis de leurs droits et devoirs, ainsi de suite. Hein. Je ne vais pas revenir sur cet indicateur, où j'y reviendrai un peu plus tard. Le 23, la veille, on vous dit de communiquer auprès de vos équipes l'exploitation de votre veille légale et réglementaire. Et l'indicateur 29, qui est spécifique au CFA, c'est plus sur les actions d'information, sur la poursuite d'études et ou l'insertion professionnelle. Et à la fin, donc, de l'action de formation, il y a l'indicateur 30, où on doit également être dans une logique de communication en direction des bénéficiaires, des parties prenantes, et donc on abordera le sujet un peu plus tard. Ce qu'on constate, c'est que ce processus, encore une fois, s'articule autour de ces quatre questions: qui, quoi, quand, comment. Hein. Je ne reviendrai pas, alors vous pouvez tous avoir accès à la définition du processus selon la norme de l'ISO. Hein. Je vous laisse le soin d'aller euh, vérifier ça, mais je tiens quand même, concernant sur la partie avant, Raphaël, je vous renvoie vers l'article L 6352-13 du Code du travail concernant la publicité réalisée. Un organisme de formation ne doit pas apporter des mentions de nature à induire en erreur les conditions d'accès aux formations Mhm, proposées, mhm. leur contenu, leurs sanctions et leurs modalités de financement. Donc Calliope est venu s'adosser à ce code, cet article de code. Donc soyez très vigilants sur ce qu'on va communiquer. On peut basculer sur la slide suivante, puisqu'on a constaté, comme tu l'as très bien dit, Mhm. Que l'indicateur euh, 1 a été ouais, souvent non conforme. Ouais. oui, 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 oui. Alors, on va dire que c'est souvent des non-conformités mineures qui parfois se transforment en majeures Mhm, parce que c'est répétitif, hein, mais je ne vais pas vous redire. Alors, je fais une petite parenthèse. Je vous renvoie sur tous les webinaires aussi thématiques qu'on a proposés, puisque là, c'est une revue à chaque fois qu'on refait, même si on se reste concentré sur la communication. L'information est diffusée en amont. N'oubliez pas qu'on doit donner une information avec tous les items attendus. Et tous les items attendus sont dans le glossaire. Donc, ne soyez pas surpris des questions que peut vous poser l'auditeur. Cependant, on doit bien évidemment démontrer qu'elle se passe en amont de la contractualisation, alors sur différentes formes, et on doit aussi ne pas oublier, c'est là-dessus qu'on rencontre des problèmes, les obligations spécifiques, que ce soit pour la VE ou que ce soit pour les certifications, les formations certifiantes. En sachant que sur la plupart du temps, alors le libellé exact de la certification, le nom du certificateur, la date d'enregistrement, donc on avait déjà abordé le sujet, on nous a dit oui, mais on n'a pas de date d'enregistrement, est-ce qu'on met le JO, est-ce qu'on met la date de fin? Bon, tout est, on va dire, autour de la date. L'auditeur fera bien évidemment preuve de bon sens euh, vis-à-vis de la date d'enregistrement. Je fais juste un petit laïus. Souvenez-vous que dans le cadre de la veille réglementaire, hein, il y a le décret du 6 juin 2025 relatif à la certification qui est arrivé et qui est maintenant mis en œuvre au 1er octobre concernant euh, l'utilisation de l'intitulé exact de la certification, des blocs de compétences. N'oubliez pas que cette évolution vous amène aussi une clarification sur la communication des diffusions de l'intitulé exact sur le site internet de vos prestations, parce que pendant quelques temps, on voyait apparaître des formulations de formations commerciales qui étaient totalement inadéquates et non habilitées et qui posaient le problème de la mauvaise publicité qui était faite en direction des bénéficiaires. Donc, soyez prudents, l'indicateur 1 est très clair, les items, c'est actualisé et on n'oublie pas les obligations spécifiques. très bien, merci Karine. Et au niveau de l'indicateur 2, la diffusion des indicateurs de résultats, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette diffusion et communication? Maintenant, les SOF, ils ont atteint une forme, entre guillemets, de maturité et dans Calliope, on le ressent et le retour des auditeurs. Cependant, on a quand même encore sur cet indicateur, et tu en avais déjà parlé, je crois, sur deux, trois webinaires précédents, Mhm. sur donner une information chiffrée permettant de suivre les résultats de la prestation au regard des objectifs. Et on a cette obligation spécifique liée au CFA.
Donc, est-ce que les indicateurs sont adaptés aux prestations? Est-ce qu'ils sont actualisés, compréhensibles? La méthode de calcul, est-ce qu'elle est formalisée? Pour les CFA, est-ce qu'on publie bien tous les indicateurs obligatoires? Alors, ce qui est facile pour les CFA, c'est soit sur un jeune, mais quand c'est pas sur un jeune, parce qu'on sait que c'est essentiellement un diplôme d'éducation nationale, bah, les données, on doit les calculer, on doit les apporter. Donc, on a aussi cette difficulté lorsqu'on audite les CFA, ben, on n'a pas tous les indicateurs attendus. Cependant, au-delà de l'obligation spécifique CFA, on se retrouve encore avec des indicateurs globaux. On propose une dizaine, une quinzaine d'actions de formation. Ben, il y a 98% des personnes, elles sont satisfaites. Bon, on ne sait pas sur quelle formation, on ne sait pas le nombre de répondants, on ne sait pas sur quelle thématique. On a cette difficulté, encore une fois, et le niveau attendu parle d'informations chiffrées permettant de suivre les résultats de la prestation. De la prestation. Il ne dit pas des prestations. Donc, charge à l'OF maintenant d'être beaucoup plus dans le détail et dans la vérification des objectifs, des résultats en lien avec les objectifs de la formation. Donc, vous pouvez faire donner des indicateurs de satisfaction et autres hein, d'accomplissement de performance par filière. Raphaël a abordé le sujet la dernière fois, mais par filière, par diplôme, par niveau. Charge à vous, en tout cas, d'apporter un élément de clarification et un niveau de détail attendu sur cet indicateur. Eh bien, merci pour les précisions sur l'indicateur 2. Maintenant, on enchaîne indicateur 3 pour les organismes qui font du certifiant. Qu'est-ce qui doit être diffusé sur cet indicateur? Tous les items, comme dans le niveau attendu, d'accord? Important, et actualisé à jour Mhm. avec cette petite nota bene qui est venue un peu interroger l'indicateur 2, parce que dans l'indicateur 2, pour les CFA, on dit qu'il y a le taux d'obtention, mais pour l'indicateur 3, qui est là pour toutes les actions certifiantes, on parle du taux d'obtention mise en relation avec le taux de présentation d'examen. On parle, Mhm. est-ce que les blocs de compétences sont validés séparément? Est-ce que les passerelles équivalentes sont-elles mentionnées? Et on a, dans notre tableau également, cette notion de débouché qui doit inclure le taux d'insertion global dans l'emploi et dans le métier visé de la fiche RNCP. Donc, on a souvent aussi, concernant ce taux d'insertion, où on nous dit, ben, il y a tant de pourcentage dans l'emploi, mais on attend également le métier visé. Alors, sur le fiche RNCP, c'est beaucoup plus détaillé. N'hésitez pas à vous rapprocher des fiches RNCP, mais la difficulté pour les fiches RNCP, c'est qu'elles souvent, elles ne sont pas actualisées. Elles sont à 3 ans, voire 4 ans en arrière. Donc, charge à vous aussi de donner vos indicateurs à N-1 minima lorsqu'on vous pose la question sur les taux d'insertion. Très bien, merci Karim pour cet indicateur. Donc là, on a fait 1, 2, 3, l'intégralité du premier critère, le critère 1 de Calliope. Maintenant, le critère 9 sur l'information sur les conditions de déroulement de la prestation. Qu'est-ce qui est attendu sur cet indicateur? Indicateur 1, 2, 3, avant contractualisation. On n'oublie pas, Exactement. c'est diffusion tout public. On n'induit pas en erreur le public. OK? Maintenant, dans le 9, je suis chez vous. Bon, ben, soit je suis chez vous, c'est-à-dire dans la contractualisation, donc on peut me transmettre aussi les modalités d'accueil et conditions de déroulement, est-ce qu'elles sont formalisées? Alors, il y en a qui envoient ces informations en amont, hein, avec la convocation, avec les éléments, ainsi de suite. Est-ce que les conditions de déroulement sont clairement expliquées? Donc, on a souvent deux temps. On a l'envoi de convocation avec des éléments d'information, et puis le jour J, on arrive, on a également les conditions de déroulement sur le déroulé de l'action de formation, lorsqu'on est en FOAD, l'accès au LMS, l'assistance technique et pédagogique qui s'est précisée. Voilà, c'est des questions qu'il faut aussi envisager dans l'information publique. On est vraiment dans la communication direction du public bénéficiaire. Petite note à bene qui nous amène, Raphaël, souvent dans des problématiques de non-conformité. Est-ce que l'information est-elle réellement diffusée? Alors ça, c'est une vraie question et pas seulement disponible, elle doit être diffusée. Pour les mineurs, responsables légaux, est-ce qu'ils sont-ils informés? On a souvent constaté que les représentants n'étaient pas en copie des Mhm. mails ou même on ne leur adresse pas directement les informations. Et l'information sur le règlement intérieur de l'entreprise qui est appliquée lorsque les formations sont dispensées au sein de l'entreprise. N'oublions pas également pour l'obligation spécifique bilan de compétences, les engagements déontologiques, consentement, confidentialité.
on parle de consentement et de confidentialité. Et on a souvent une information partielle sur cette partie-là. OK? Mhm. Donc, Tout à fait. l'indicateur 9 participe au processus également de communication. Et là, on est sur une communication plutôt en direct pour le bénéficiaire. Exactement. Et le 15, un peu dans la même logique, l'indicateur 15 spécifique CFA, qu'est-ce qu'on doit communiquer aux apprentis? Ça va être rapide, hein, la question ici, parce que généralement, on a l'information concernant les droits et devoirs sur les Mhm. règles en tant que salarié et les règles applicables en matière de santé et de sécurité en milieu professionnel. Par contre, le texte de loi est clair, vous devez le faire en début de formation. En début de formation. D'accord? On n'attend pas 4 mois, 5 mois après, puisque quand même les droits et devoirs sont importants pour les apprentis en termes de salariat et ou de santé et sécurité en milieu pro. Donc le texte, il vous dit de le faire en début de formation. Mhm. Est-ce que vous le faites? Est-ce que c'est tracé? Est-ce que c'est expliqué? Chargez à vous. Exactement. Et maintenant, on arrive sur l'indicateur 23, la veille légale et réglementaire. Niveau communication, qu'est-ce qu'on attend sur cet indicateur? Comme le dit le niveau attendu, on vous dit démontrer la mise en place de la veille, sa prise en compte, donc son exploitation, et la communication en interne. Donc, est-ce que les informations issues de la veille sont-elles analysées? Est-ce qu'elles sont communiquées aux équipes concernées? Est-ce que leur exploitation, les résultats sont communiqués? Et est-ce que la diffusion est tracée? Donc, on est encore Mhm. là dans une logique plutôt de communication interne. Au même titre Mhm. que en direction, là, c'est des équipes. La partie prenante, c'est plus ces équipes, entre autres. Donc, c'est aussi démontrer cette dimension-là lors de l'audit. Et Mhm. souvent, Raphaël, un des échanges qu'on a pu avoir ensemble, c'est aussi la difficulté pour les auditeurs de retrouver cette communication en interne. Alors, des fois, c'est des notes de service, des fois, c'est des mails, ou des comptes rendus de réunion, parfait, hein, super. Mais Mhm. elle existe, cette communication en interne en direction des équipes. Tout à fait. Et il faut la démontrer. Maintenant, indicateur 29, pareil sur un indicateur spécifique CFA. Sur cet indicateur, toujours dans notre logique de communication, qu'est-ce qui est attendu? Alors, je vois déjà des grands yeux, des grandes interrogations lorsqu'on identifie les indicateurs où on parle de communication. Mais bon, c'est transversal, mais c'est vrai que sur cet Mhm. indicateur, on attend l'existence d'actions qui concourent à l'insertion pro à la poursuite d'études. Et ça sous-entend, quand même pour les CFA, euh, de démontrer qu'on fait des actions d'information pour la poursuite d'études. Est-ce que c'est organisé? Est-ce que les bénéficiaires ils connaissent les débouchés, les opportunités. Donc, on est toujours dans cette logique de communication en direction du bénéficiaire. Est-ce que les entreprises, les partenaires sont mobilisés dans cette communication? Est-ce qu'on fait intervenir sur des jurys, des job dating ou même des témoignages en fin de parcours ou bien même les réseaux des alumni qui participent? Donc, on est toujours dans cette logique de communication en direction de nos bénéficiaires. Est-ce qu'elles sont planifiées? Est-ce que ces résultats participent à l'exploitation et à l'ajustement de la communication? Vous savez, dans l'obligation spécifique du CFA, on a le taux d'insertion hein, et poursuite d'études qui sont attendus. Donc, ça corrobore avec l'indicateur 2. Donc, on est vraiment également dans un processus de communication sur cet indicateur. Tout à fait. Et pour clore maintenant, l'indicateur 30, comme tu l'as dit tout à l'heure, où est-ce qu'on a de la communication dans cet indicateur 30? Là, dans le niveau attendu, on doit démontrer la sollicitation des appréciations. Donc, en direction des parties prenantes, on sous-entend qu'on doit informer les parties prenantes de l'existence de ce dispositif, de leur dire, bah, écoutez, on va vous envoyer des enquêtes, ou on va vous recevoir en entretien, ou on va vous faire participer à des réunions. Donc, on doit communiquer sur les dispositifs hein, du recueil, de la méthode aussi de collecte, de la manière, de la fréquence dont on va inclure ce système-là. Est-ce que les retours sont utilisés? Comment ils sont utilisés? Est-ce que les résultats des indicateurs, on les intègre aussi dans une communication sur le site Internet? Est-ce qu'ils sont insérés aussi, pourquoi pas, dans le conseil de perfectionnement? Voilà, c'est des questions. On est toujours autour de ce process de communication attendue en direction, là, pour le coup, des 4 parties prenantes. Mhm, tout à fait. Maintenant, si je suis un organisme multisite, comment est-ce que, en tant qu'organisme multisite et fonction centrale, j'aborde ce processus de communication? Pour gagner du temps,
Hein, je sais que tous les OFP ici présents ne sont pas tous multisites, mais concrètement, on a déjà abordé hein, lors des webinaires sur la fonction centrale, mais le pilotage du processus est pratiquement le premier lorsqu'on fait la fonction centrale, sur la démonstration de la mise en œuvre du système unique, sur l'autorité centrale, sur la collecte et l'analyse et sur les mesures correctives. Alors, j'ai proposé plein de petites questions pour vous amener dans cette logique de processus. Est-ce que le processus de com, par exemple, les indicateurs 1 et 2 et 3, ils sont pilotés par la fonction centrale? C'est les questions. Est-ce que les contenus diffusés localement par les équipes sur les territoires sont validés par la fonction centrale? Est-ce que les données des sites sont-elles collectées de manière un peu standardisée? Est-ce que euh, en mesure corrective, ben, est-ce que la fonction centrale aussi peut imposer une correction sur la communication à tous les sites? Voilà, c'est des questions de transversalité de pilotage, mais qu'on a déjà abordé. Mais je tenais à aborder ce sujet aussi du pilotage parce que c'est le premier où on constate aussi la qualité et la maîtrise de son système à travers le processus de communication. Tu sais, je vais te dire, quand tu mettais en Ouais. avant les nombres de non-conformités, tu sais, au top 5, on a les trois de Mhm. l'indicateur et qu'on va sur du multisite, je vais pas te faire de dessin, de l'auditeur, de la manière, tu vas mettre un peu, tu vas accorder un peu d'importance sur le pilotage du processus de la communication, hein, qui a son Tout à impact fait. assez régulièrement sur la suite. Quand on commence sur non-conformité ou une absence de pilotage du système, du processus com, on se dit, ah, la suite, ça va être un peu compliqué. Voilà, donc pour ça, c'était la partie communication. Maintenant, on va rentrer dans le processus RH. Alors, même exercice sur ces trois temporalités, avant, pendant, après. Qu'est-ce qu'on a à dire sur pilotage RH? Alors, on a identifié des indicateurs où on est vraiment sur les ressources humaines, hein, la gestion des ressources humaines. L'indicateur 17 où on parle de l'adéquation des moyens humains, l'indicateur 20 où on doit identifier des personnes ressources sur la mobilité et également sur les référents handicap. On parle de l'indicateur 21 où on doit en amont définir les compétences attendues. On a sur l'indicateur 22 bah, la perspective de la gestion Mhm. du plan de développement de compétences. Et sur le 27, aussi tout ce qui est modalité de recrutement des intervenants externes, des sous-traitants. La phase pendant, bon, bah, c'est les mêmes indicateurs. Et puis la phase après, en intégrant la partie de l'indicateur 30. Donc on peut rentrer directement dans le processus en sachant, encore une fois, que sur les RH, c'est comme tout à l'heure, ça renvoie à des textes de loi, le code du travail, sur la qualification attendue, sur les titres attendus, sur le NDA attendu. Donc, tout ce qu'on met en exergue, même si on a déjà abordé le sujet hein, sur les autres webinaires, mais c'est inhérent aussi au code du travail. Donc, Canopy se réfère à ça. Ici, dans l'indicateur 17, hein, on doit démontrer l'adéquation avec les objectifs, donc adéquation moyen humain, avec les objectifs de la prestation. Est-ce que la plupart du temps, on nous donne, quand on est auditeur, les CV? Bon, bah écoute, Raphaël, comme toi et moi, on va garder notre petite compétence d'analyste, entre guillemets, RH, et puis il faut qu'on aille chercher l'expérience, il faut qu'on aille chercher la qualification, il faut qu'on aille se dire, bah tiens, c'est lui qui intervient sur sur le tel bloc de compétences. Ouais, cette jonglerie, je vous cache pas qu'elle nous fait perdre du temps, hein. C'est pas qu'on n'aime pas, mais elle nous ferait gagner du temps si on avait très vite la possibilité de démontrer à travers la liste de nos intervenants, leur qualification, leur diplôme et leur zone, en tout cas les modules et ou les blocs de compétences sur lesquels ils interviennent. Donc, pour démontrer, est-ce que ces moyens sont appropriés? On regarde des objectifs. Est-ce que les compétences mobilisées correspondent bien à la prestation délivrée? Est-ce qu'il y a une vérification aussi régulière des moyens qui sont organisés? Est-ce que pour les bilans de compétences, les personnes sont habilitées? Important au regard du code du travail pour Mhm. savoir que les personnes doivent être habilitées pour faire passer les tests. On se retrouve souvent en difficulté, nous, auditeurs, quand on constate que les personnes qui font passer des tests ne sont pas habilités. Donc, charge à vous, c'est un volet RH, charge à vous de vous assurer de cette partie-là. Exactement. Maintenant, sur l'indicateur 20 spécifique CFA, qu'est-ce qu'on attend au niveau RH? On a souhaité intégrer cet indicateur parce qu'effectivement, dans l'obligation
les CFA, le prestataire présente. Donc, il y a un niveau attendu où on doit présenter une liste de personnes dédiées à la mobilité des actions mises en œuvre. Et le nom et le contact du référent handicap, donc ça, c'est la mission 1 des CFA. Donc, on doit formellement désigner, identifier, voire former. Est-ce que les missions sont définies du référent handicap? Et ça, c'est le constat qu'on fait quand on est auditeur, lorsqu'on va sur les CFA. Est-ce que la personne dédiée, voire formée à la mobilité nationale internationale? Voilà. Est-ce qu'il y a un travail, une réflexion aussi autour des personnes désignées, soit de les faire monter en compétences, soit de les former, soit de les identifier, mais à travers aussi, souvent, qu'on peut voir des missions ad hoc. Il y a une réflexion autour. On ne nomme pas la personne, bah, tiens, ah, toi, t'es sympa, tu vas faire référent handicap, et ou toi, t'es sympa, tu vas t'occuper de la mobilité. Non, c'est des attentes extrêmement importantes avec une dimension pédagogique qui sont attendues. Donc, il y a un travail aussi d'accompagnement RH sur les deux personnes liées à l'obligation spécifique du CFA indicateur 20. Exactement. Et niveau l'indicateur 21, donc je suis un peu plus clair. Qu'est-ce qu'on attend au niveau RH sur cet indicateur 21? Bien, on l'avait déjà abordé. Est-ce qu'on a défini les compétences requises? Ça corrobore avec ce que je disais sur l'indicateur 17 de l'adéquation. Donc, le processus de recrutement, il est bien mis en place. On démontre bah, qu'on reçoit la personne, on lui demande d'apporter des éléments de démonstration de l'adéquation qui peut intervenir sur tel bloc de compétences. Bon, voilà, ça, vous le savez très bien le faire, les OF, hein, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais est-ce qu'elles sont définies en amont? Donc là, on est en amont de la contractualisation. D'accord? Est-ce que le profil est bien analysé au regard des exigences? Est-ce qu'il est adapté aux prestations? Est-ce qu'on a, à un moment donné, on va vérifier la maîtrise de la compétence? Donc là, on est pendant l'action, pendant la formation ou en fin de formation. Est-ce qu'on va le recevoir en bilan? Est-ce qu'on va l'observer? Est-ce qu'on va attendre des choses? Est-ce qu'on va analyser les questionnaires des bénéficiaires? Voilà, c'est tout ce process RH qui est quand même très important au regard de la reconduite ou pas du bénéficiaire parce que ça peut avoir aussi un impact soit sur la satisfaction, ou soit sur l'accompagnement vers l'obtention lorsqu'on est sur une certification ou Mhm, mhm. l'acquisition de compétences attendues. Petite note concernant l'obligation VAE. On se retrouve également souvent sur la difficulté de l'absence de démonstration de formation autour de l'analyse des référentiels et la méthode d'accompagnement. Attention, attention, la réforme de la VAE est venue impacter, hein, on l'a revu, on l'a parlé sur les webinaires. Dorénavant, ça va être très, très, très attendu sur cette partie-là. OK? Mais avec la réforme, on a de plus en plus de facilité sur l'obligation spécifique de la l'ADEME. Mhm. Et pour l'indicateur 22, sur le développement des compétences, qu'est-ce qu'on attend là-dessus? Alors, on est toujours sur cette logique de professionnalisation et de formation. Est-ce qu'il y a un dispositif qui existe? Est-ce que les modalités sont réalisées et tracées? Est-ce qu'il y a des actions qui sont en cours? Est-ce qu'on les a prévues? Est-ce qu'il y a des impacts de ces actions qui sont engagées, qui ont été évaluées? N'oublions pas que pour les prestataires indépendants, on doit démontrer notre propre démarche de formation. Donc, on est au cœur, pour le coup, dans cet indicateur de la gestion des ressources humaines. Est-ce que voilà, on a bien fait les entretiens? Est-ce qu'on a apporté la démonstration qu'on a formé Mhm. notre personnel? Voilà, c'est des choses qu'on a déjà abordées. Mais là, on est au cœur du RH. Exact. Et là, ça continue sur l'indicateur 26 au niveau de la sous-traitance, parce que c'est cette fois-ci. On rencontre souvent, souvent de difficultés sur l'indicateur 27 parce que il est l'addition de tous les indicateurs qu'on vient de voir. Et en plus, euh, l'OF, il doit démontrer qu'il s'est assuré de faire respecter les indicateurs qu'on a vus avant. Donc, c'est toute une jonglerie, finalement, Raphaël, parce que on doit être Mhm. dans une logique de process de recrutement, démonstration de l'adéquation de l'intervenant. Est-ce il respecte bien la réglementation en vigueur, hein, puisqu'il y a le Code du travail qui insiste sur la notion d'NDA, tu as abordé le sujet de la cartographie et de l'augmentation du nombre d'NDA, donc Mhm. c'est pas anodin. Est-ce que, il est en capacité de démontrer qu'il se forme? Alors, on n'est pas, on a une fine. Tu sais, c'est souvent la frontière entre la requalification, c'est pas mon salarié, mais je peux pas lui demander, ainsi de suite. Non, on doit s'assurer que les démarches sont faites. Donc le prestataire, il a tout intérêt, lui, à te démontrer. On est dans une logique aussi de collaboration et Mhm. Mhm. de bonne intelligence. Donc toute cette dimension RH, elle est aussi attendue dans le cas d'indicateur 27. Exactement. Et maintenant, encore une fois, l'indicateur 30, comme on l'a vu sur le process communication, qu'est-ce qu'on a sur le RH?
Alors là, on va s'orienter davantage sur l'équipe pédagogique. pédagogique hein, sur cet indicateur. Est-ce qu'elles sont interrogées hein, est-ce qu'on a analysé les questionnaires et ou les enquêtes et ou les échanges qu'on peut avoir avec les bénéficiaires sur les pratiques des intervenants? Est-ce qu'on a communiqué les résultats aux équipes? On retrouve cette notion hein, de communication et de RH, hein, c'est intéressant. Est-ce qu'on a fait un retour des entreprises aussi sur ben, les intervenants, sur l'accompagnement qui est fait des bénéficiaires? Est-ce que tout ça est intégré au pilotage RH? Cette réflexion-là, on le voit de plus en Mhm. plus, surtout lorsqu'on est aussi sur la fonction centrale, on voit qu'il y a cette partie du recueil des appréciations des équipes pédagogiques qui sont intégrées aussi dans une logique de pilotage RH. Mhm. Bah justement, tu parlais de fonction centrale et pour bah justement la fonction centrale, le pilotage du processus RH, qu'est-ce qui est attendu? Alors, comme tout à l'heure, je vais être très rapide, mise en œuvre du système unique. Bon, ça, vous l'avez compris, lorsqu'on est sur la fonction RH, généralement, on a la démonstration du pilotage de processus, on a quelqu'un qui démontre que on a un plan de développement de compétences, qu'on a des dispositifs, les moyens humains ils sont intégrés dans un outil, on a une fonction centrale qui valide les recrutements. C'est des questions, voilà, j'ai posé un tas de questions qu'il faut avoir pour préparer l'audit de la fonction centrale sur la démonstration de pilotage RH, hein, sur la surveillance, quelles pratiques RH Mhm. sont-elles auditées? Est-ce que en cas de non-conformité, il y a bien un diagnostic qui est déclenché? Bah voilà, là, on n'a pas eu le temps de faire les entretiens, bah là, on n'a pas fait monter en compétences. Bah voilà, c'est la démonstration du pilotage du processus RH. Toujours pareil dans cette logique de systémie, hein. La fonction centrale peut avoir aussi une grande politique RH, mais sur le territoire, ça doit être mis en œuvre et du territoire, ça doit aussi remonter. Donc, voilà, c'est des processus qui sont aussi régulièrement vérifiés lors de la fonction centrale. Mhm. Voilà, merci Karim pour ces précisions, C'est indicateur par c'est- c'est- c'est, indicateur. bon, c'est toujours pareil, c'est rock'n'roll. C'est la course Mais toujours. voilà. Mais voilà, on va à l'essentiel. Vous aurez toujours le PowerPoint après, et puis ça renvoie chaque fois à des webinaires. L'évolution réglementaire et législative, Raphaël, 2 petites secondes avant que tu abordes, je te donne la parole sur cette partie-là. V10, à toutes les sauces. J'avais fait un rappel précédemment. Attention à tout ce qui se murmure, les fake news, les trucs, ainsi de suite. Et arrêtons de mettre en panique aussi les prestataires. Il va y avoir une évolution, c'est clair, mais pour l'instant, les choses se construisent. Voilà. Et vous serez primeur des informations concernant cette V10. Donc, euh, quid, il y a d'autres évolutions qu'on voulait vous mettre en avant, mais la V10, on abordera les sujets en temps et en heure. Nous restons un organisme certificateur sérieux et professionnel et s'appuiera uniquement sur ce qui sera acté. Acté. Exactement, comme toujours. Alors, Raphaël, les évolutions. Eh bien voilà, en parlant de choses actées, comme vous êtes sûrement au courant, depuis le 26 février, le plafonnement des droits mobilisables sur le CPF ont été mis en place. 1 500 € pour les certifications et habilitations enregistrées au répertoire spécifique. Donc on a l'exception pour les CLEA. Ensuite, 1 600 € pareil pour les bilans de compétences, un plafonnement maximum 1 600 € et en plus une instauration d'un délai de carence de 5 ans entre dans deux billets de compétences financés par des fonds publics. Donc, si vous faites un bilan de compétences financé cette année en 2026, vous ne pourrez pas vous refaire financer un autre bilan de compétences avant 2031. Pour le permis B, on a 900 € pour la préparation aux épreuves théoriques et pratiques du permis B sur le plafonnement du CPF. Un petit exemple, si voilà, vous faites un peu de recherche, il y a une certification inscrite au RS qui vous intéresse, le coût total est de 3 200. Le plafond de 1 500 par le CPF, ça fait qu'il vous reste à payer 1 700 plus 103,20 € du ticket modérateur, qui est pour l'instant toujours maintenu à 103,20 € Ça fait que voilà, le prospect souhaitant s'inscrire à cette formation certifiante devra débourser 1 803,20 €, même si sur son CPF, il a plus de 1 500 €, même si vous avez 3 000, 4 000, 5 000, le maximum que vous pourriez mobiliser pour cette formation-là sera de 1 500 €. Voilà, 1 500 € maximum. Je me garde Ensuite, bien, Raphaël. Je me garde bien, Raphaël,
d'intervenir sur ce sujet-là. Hein. Tout à fait. Voilà, J'ai je un suis un peu transmis. comme tous les OF. Bon, je le garderai pour On moi. transmet juste l'information. Également, les conditions d'accès au financement du permis B, comme l'accès maintenant est réservé aux demandeurs d'emploi et lorsque la préparation fait l'objet d'un cofinancement tiers, employeur, OPCO, région, ce cofinancement ne peut être inférieur à 100 euros. Autre suppression, c'est la suppression de l'aide au permis de conduire. Comme vous le saviez, depuis 2019, les apprentis majeurs pouvaient bénéficier d'une aide de 500 euros pour financer le permis B. Eh bien, voilà, la loi de finances 2026, article 202, cette aide a été tout simplement supprimée. Voilà, il n'y a plus, cette aide n'existe plus. Plus possible pour les apprentis majeurs de bénéficier d'une aide de 500 euros pour financer son permis B. Autre chose qui a évolué, c'est au niveau de la période de reconversion. Donc, deux pans de cette période de reconversion. Si c'est une reconversion interne, donc si vous changez de métier, vous montez aux compétences au sein de la même entreprise, il n'y a pas d'impact sur le contrat de travail. Et le financement par le CPF est plafonné à 50% des fonds disponibles. Si vous avez 4 000, vous pouvez mettre 2 000 maximum via le CPF. Si vous orientez vers une reconversion externe pour tester un nouveau métier dans une entreprise d'accueil, vous avez votre contrat avec votre employeur d'origine va être suspendu et vous, avec l'entreprise d'accueil, vous signerez un CDD de reconversion. Pour cette modalité-là de reconversion externe, c'est 100% des fonds qui sont disponibles sur le CPF que vous pourrez mobiliser. Comme l'exemple tout à l'heure, si vous avez 4000, pour une conversion externe, les 4000 euros disponibles sur le CPF seront mobilisables. La prise en charge des frais pédagogiques se fera sur la base d'un montant forfaitaire fixé par les branches professionnelles. Si jamais cet accord spécifique n'est pas trouvé, les OPCO financeront à hauteur de 9,15 € par heure pour un montant moyen de prise en charge fixé à 5000 euros par OPCO. Voilà, Bon, ça bouge, hein, ça bouge, ça ça avance. bouge, voilà, exact. Pour l'instant, c'est tout. C'est déjà pas mal, hein. Mais comme je Ouais, c'est déjà disais, pas mal, mais on est que sur ce qui est de l'acté, qui a été publié sur arrêté, qui est publié au journal officiel. Il y a d'autres choses, d'autres qui se murmurent, mais en tout cas, rien n'a été acté pour le moment. Nous, on s'en tient à ce qui est acté. bien évidemment, l'ISQ a été sollicité. Hein, Mhm. Raphaël, je passe sous ton couvert, mais l'ISQ a bien évidemment été sollicité pour avoir leur expertise concernant l'évolution de la bêtise. Donc, on vous tiendra au courant, même s'il y a des choses qui avancent. Concernant ce webinaire, cette thématique, hein, Calliope n'évalue pas des documents, mais la cohérence d'un système, vous l'avez compris, décliné en processus. Je vais pas revenir sur la marque Calliope, ce que c'est. On doit garantir une information fiable lorsqu'on communique, transparente et exploitée. On diffuse, on collecte, on analyse, on améliore. Gardez toujours en tête que euh, la diffusion de l'information est très cadrée. Le contrôle de la publicité est très cadré et c'est de plus en plus contrôlé. D'accord? Donc Mhm. Calliope était déjà avant-gardiste, entre guillemets, et on insistait beaucoup sur cette partie-là, mais maintenant, ça va être très, très, très attendu sur le processus de communication. Idem pour le processus RH. Vous avez vu l'évolution de qu'on vient de dire entre le CPF d'un côté, la reconversion aussi, hein, donc la sécurisation de l'adéquation des compétences et développement et maîtrise des ressources internes et externalisées sont attendus. Donc les deux processus sont liés finalement. La communication nourrit le pilotage RH, on l'a vu hein, à travers les indicateurs, et le RH garantit, la RH garantit la qualité de la communication. Et en multisite, la conformité n'est pas locale. Hein, elle est démontrée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par la capacité de la fonction centrale à piloter l'ensemble de ce système à travers des processus maîtrisés. En tout cas, merci. On est pris un peu par le temps. Il nous reste quelques minutes. Le jeudi 9 avril, on va aborder la FOAD dans Calliope. Donc, on vous accompagnera. Vous recevrez assez rapidement le sujet de ce webinaire qui est très attendu, qui nous a été demandé. Il y a d'autres choses qui nous ont été demandées. C'est intéressant. N'hésitez pas, nous, à nous apporter des éléments de réflexion pour Mhm. les futures thématiques de webinaire. On est preneur, bien évidemment, pour cette partie-là. Donc, place aux questions, l'équipe.
On est là, on est là. Bonjour. Voilà. Euh, Pas mal de questions aujourd'hui. On commence par plusieurs personnes qui nous ont demandé d'en dire plus sur la valeur ajoutée de l'établissement. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça implique et quelles sont les modalités de calcul? Alors, je vais renvoyer vers le webinaire qu'on a animé sur les CFA parce que c'est un calcul très spécifique. Alors, on avait deux orientations hein, de mémoire. Il y avait l'acceptation à un moment donné aussi en tant qu'auditeur de laisser, parce qu'il y avait le calcul qui était attendu et obligatoire, mais avec une difficulté pour les organismes de pouvoir tomber sur le bon mode de calcul. Donc, lorsqu'on avait cette partie-là, c'était bien en tant qu'auditeur, mais aussi on ne pouvait pas non plus se retrouver et mettre en difficulté les OF qui n'avaient pas, en tout cas, traduit la notion de valeur ajoutée. Donc, ils nous apportaient pour eux la définition qu'ils faisaient de la valeur ajoutée sur leur valeur, sur leur méthode, sur ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si la question elle est inhérente à un mode de calcul, je vous renvoie vers notre webinaire sur ce sujet. Si c'est comment l'auditeur va prendre en compte l'absence ou pas euh, de la valeur ajoutée, la plupart du temps, on reste très bienveillant. Je parle un peu sous le couvert de ceux qui sont autour de nous, hein, Laure, Raphaël, mais effectivement, c'est une question redondante liée à la valeur ajoutée qui pose souvent problème aux OF. Donc, oui, il y a un mode de calcul, mais si vous n'avez pas les éléments pour pouvoir les calculer, ça va être un peu compliqué. Alors, on avisera en temps et en heure lors de l'audit concernant la définition que vous avez mis derrière la valeur ajoutée. Je parle sous couvert, hein, Raphaël, Laure, vous me dites si Je suis d'accord. on est Peut-être, raccord, on est oui. raccord. Oui, peut-être qu'on peut ajouter que vous trouverez nos webinaires sur YouTube ISQ certification, Oui, hein, parce qu'on a eu oui, quelques tout à fait. demandes. Donc, il ne faut Tout pas à fait. hésiter à retrouver tous nos webinaires là-dessus. Mhm. On est toujours sur l'indicateur 2 spécifique au bilan de compétences. Est-ce que l'indicateur peut être global ou spécifique à chaque type de bilan proposé par l'organisme? Là, c'est global, hein, on est dans une Tout modalité à fait. d'accompagnement, un bilan de compétences, hein, on reste sur du global. Ou sinon, on va se retrouver. Alors, Mhm. j'ai déjà vu, hein, attention, j'ai déjà vu aussi, euh, pour faire valoir leur savoir-faire, des cabinets de bilan de compétences qui mettaient en avant des thématiques de leur enquête de satisfaction pour faire valoir la satisfaction sur telle méthode, la satisfaction sur la confidentialité. Donc, charge à eux. Mais effectivement, là, on est plus sur, on va dire, un indicateur global, hein, pas de souci là-dessus, hein. Oui. Mhm. On nous a glissé sur le calcul du reste à charge. Quelqu'un nous dit que le calcul semble erroné. Donc, Ah, on ne peut que vérifier. J'espère on que vous va n'êtes pas vérifier. plantés, messieurs. Ok. Euh, pour l'indicateur 17, quand on fait de la VAE sur plusieurs certifications, on accompagne sur une méthodologie. On ne fait pas de formation spécifique sur la certification en elle-même. Comment être audité sur l'adéquation des moyens humains, me demande-t-on. Sur l'indicateur 17 ou le 21 où on demande. Attends, est-ce que c'est lié à l'habilitation et à la méthode de. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas spécifié. Laure, qu'est-ce que tu comprends dans la question? Je vais retrouver la question que tu as mise. Alors, vas-y, lui, Je recommence. répète, C'est. donc on me dit, pour l'indicateur 17, quand on fait de la VAE sur plusieurs certifications, on accompagne sur une méthodologie, on ne fait pas de formation spécifique sur la certification en elle-même. Comment est-on audité sur l'adéquation des moyens humains? Voilà, parce que en fait, pour ceux qui accompagnent plusieurs VAE sur plusieurs types, plusieurs certifications, bien souvent, ils n'ont pas forcément la compétence de précise liée à la certification. En revanche, ils ont la compétence sur la méthodologie. Voilà, Oui, donc pas de. ils demandent comment on peut démontrer justement, euh, on, Ah, on peut démontrer cette compétence qui permet d'accompagner n'importe quel stagiaire sur plusieurs oui. certifications. C'est pour ça que je faisais le lien avec mon obligation spécifique VAE de l'indicateur 21, où on attend qu'il soit habilité sur la méthodo et sur la certification.
Donc, pas de souci. Si on est en capacité de démontrer qu'on a fait de l'accompagnement et de la méthodologie d'accompagnement et qu'on a de l'expérience sur des thématiques liées à la certification pour lesquelles ils accompagnent, on est tout à fait en capacité de démontrer l'adéquation. Mais l'auditeur, il n'est pas là pour être RH. Il est là pour s'assurer de l'adéquation et le bon sens que la personne qui va accompagner a au moins un minimum de l'expérience dans l'accompagnement, il a une méthode, mais de toute façon, il l'aura vu précédemment hein, sur la VAE, il l'aura vu dans tout de l'indicateur des critères 2 et 3 si l'accompagnateur est encore professionnel et expert. Donc, pas de souci pour démontrer l'adéquation, méthodologie, formation éventuellement à la conduite et à la méthodologie de l'accompagnement, et ou expérience, bien évidemment, très spécifique, mais encore une fois, de plus en plus au regard de la réforme, les attentes liées à la formation autour de la méthodologie d'accompagnement sont de plus en plus vérifiées. Et pas que pour l'auditeur, par d'autres contrôles. Merci. Bon, une petite dernière pour la route. Quelqu'un qui s'inquiète, travaille seul à son compte et qui s'inquiète d'être audité sur sa communication interne. Donc, vous allez pouvoir vous adapter, messieurs. Ben, j'imagine bien que c'est en lien avec l'indicateur 23 sur sa veille légale et Bah oui. réglementaire. Alors, c'est intéressant parce que là, il va s'auto-alimenter et il Oui, va oui, s'envoyer oui, des oui. mails. Il va s'envoyer des mails. Non, non, mais là, on va faire preuve de bon sens, bien évidemment, sur la partie liée à la communication. On est plus sur lorsqu'on est avec plusieurs personnes et ou lorsqu'on est seul, déjà, lorsqu'on est seul vu ce qui se passe et vu comment ça évolue, on peut bien évidemment s'inquiéter. Cependant, si on a bien structuré son système depuis des années et on est dans une forme de maturité, on a beaucoup d'indépendants qui maîtrisent bien le référentiel et qui ne sont pas très inquiets. Par contre, ils sont plutôt inquiets de l'environnement socio-économique qui les entoure. Mais concernant la partie liée à la communication, on fera bien évidemment de la bienveillance et du bon sens pour ces indépendants.